Très chers amis, bonjour. Nous nous réunissons aujourd'hui afin de procéder au désormais modestement cultissime conseil de classe, un immense merci à tous au passage, de Thierry Ier, fils aîné de Clovis. Alors là, nous arrivons dans une période d'un peu complexe. Déjà, vous l'aurez remarqué, l'épisode s'appelle 2.1 et non pas 2 tout court. En effet, après la mort de Clovis, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre rois demi-frères qui se partageront le territoire que leur père a conquis. Thierry était censé hériter de l'intégralité du royaume, mais étant issu d'un mariage dit de second rang, il ne peut pas prétendre à être l'unique héritier, ses demi-frères ayant aussi une légitimité. Le partage du royaume se fera d'abord en fonction des femmes de Clovis et est donc divisé en deux. Les trois autres frères auront donc un territoire plus modeste puisqu'ils obtiendront chacun le tiers d'un territoire déjà divisé en deux. Vous me suivez ? Thierry, ou Théodoric, son nom païen, est le fils aîné de Clovis et d'une mère inconnue, certainement une princesse de Thuringe, et n'ayant pas de frère ayant la même mère que lui, il héritera donc de la moitié du territoire que Clovis contrôlait à sa mort en 511. Je rappelle que les trois autres frères régnants ont pour mère Clotilde, une princesse burgonde, femme de Clovis, devenue reine des Francs et sera même plus tard canonisée, on l'appellera donc Sainte Clotilde. Thierry va donc recevoir la plus grosse part du gâteau. Tout d'abord, l'Austrasie, une vaste région qui comprend l'actuel est de la France, incluant des parties de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne de l'Ouest, bref, un territoire balisé entre Reims, Metz ou Cologne. Mais aussi un territoire au sud-ouest de la Gaule, dans l'actuelle Aquitaine, où il aida grandement son père à conquérir ces territoires à l'époque du règne de ce dernier pendant la guerre contre les Visigoths. Alors, j'imagine que vous le sentez venir. Un royaume, quatre frères qui se le partagent, l'époque, un contexte quand même très belliqueux, et si on se réfère au pouvoir de la génétique, je rappelle que leur père a quand même su se débarrasser plus ou moins violemment de quiconque faisait barrage à son pouvoir. Thierry va garder le modèle administratif mis en place par les Romains, bien qu'il l'adaptât aux réalités du pouvoir mérovingien, comme par exemple le système de provinces. Dans chacune de celles-ci, le roi franc va nommer des comtes qui seront chargés de l'administration locale, de la collecte des impôts et de la justice. On ne sait pas où exactement Thierry a choisi sa capitale. D'abord, on avait pensé à la ville de Metz, mais tout laisse penser qu'il aurait choisi Reims, de par la proximité avec les autres capitales des parties du royaume contrôlées par ses frères. En ce qui concerne l'économie, Thierry va encore s'appuyer sur le modèle de l'Empire romain, bien qu'il simplifiera le système fiscal. Elle reposait essentiellement sur l'agriculture. Pour ce qui est de la justice, Thierry a encore une fois été inspiré par l'Empire romain, décidément, mais a quand même mélangé certaines pratiques avec les traditions franques. Des assemblées étaient chargées de juger les affaires locales et étaient présidées par le comte de la province. Le roi n'intervenait que dans les affaires de haute justice ou dans les litiges mêlant les grands seigneurs avec une application intransigeante de la loi salique. Thierry se mêlait surtout des affaires des familles nobles et des tensions qui pouvaient naître dans les différents clans des élites du royaume. Le roi distribuait aussi des terres à quiconque le soutenait, et le système de fidélité entre le roi et les vassaux était essentiel pour maintenir l'unité du royaume face aux tensions internes et externes. Bon, j'avoue que je suis embêté pour la note puisqu'il nous est parvenu uniquement des éléments plus ou moins positifs, certainement vérifiés et contrôlés à l'époque où les chroniqueurs ont relaté les faits, notamment Grégoire de Tours. Cependant, on constate que Thierry a quand même recopié pas mal de choses de l'Empire romain, certes omniprésent sur le territoire depuis des siècles et que récemment disparu, mais on a vu quelques années avant que Clovis avait su innover malgré une sorte de dépendance à l'Empire romain. C'est pourquoi je me dirige vers un 6 sur 10. En 515, donc 1000 ans avant Marignan, et c'est là que je me rends compte qu'on n'a pas fini la série, bref, les Danois, commandés par le roi Schlochilaïc, envahissent le territoire de Thierry. Ils s'avancent assez loin dans les terres avant que le roi franc soit tenu au courant et envoie son fils, Tibère et son armée, les chasser hors du royaume, chose qu'il fera sans grande difficulté. Rêvant d'hégémonie à l'est sur le territoire des Alamans, Thierry va annexer la Thuringe en 531 avant de laisser un bout de territoire à son allié, la Saxe. La mort du roi des Ostrogoths, Théodoric, à ne pas confondre avec Théodoric, Thierry, va fragiliser les territoires barbares à l'est comme les Burgondes, les Alamans et les Thuringiens, d'où l'annexion de Thierry et des Saxons. Ses autres frères, on le verra plus tard dans les autres vidéos, vont carrément sauter sur les Burgondes et vont complètement dépecer leur territoire en se le partageant.
Malgré une tentative d'invasion sur son territoire par les Danois, Thierry sut non seulement se défendre, mais aussi annexer pas mal de territoires, avec plus ou moins de facilité. Nous avons que peu d'informations en ce qui concerne les relations qu'il avait avec les autres chefs barbares ou les autres souverains. Nous mettrons donc une note de 7 sur 10 pour la politique extérieure. Malheureusement, ce chapitre est assez incomplet. Il nous est revenu que très peu de témoignages, mais nous avons bien une anecdote un peu rigolote et à la fois un peu morbide. Durant la guerre contre la Thuringe, Thierry avait non seulement les Saxons comme alliés, mais aussi un de ses demi-frères, Clotaire. Pour une raison qu'on ignore encore et qu'on ignorera certainement encore longtemps, Thierry se mit dans la tête d'assassiner son demi-frère. Pour cela, il engagea un assassin qui ne trouve rien de mieux que de se cacher dans la chambre de Clotaire derrière des rideaux qui, malheureusement ou heureusement pour Clotaire, n'étaient pas assez bas pour cacher ses pieds. Clotaire, évidemment, le vit tout de suite et rentra dans une colère noire. Quant à Thierry, il fit semblant de n'être au courant de rien. Pour se faire pardonner, Thierry envoya un plateau en argent à Clotaire. Je vous jure, c'est vrai, mais je pense que le plus fou dans l'histoire, c'est que Clotaire n'a pas du tout voulu à son frère et a apprécié le geste. Donc comme quoi, un peu de vaisselle et ça suffit à faire passer les querelles. Bon, là Thierry, franchement, pour nous, t'as merdé clairement. Non seulement tu veux assassiner ton frère, qui apparemment ne t'avait rien fait, mais en plus, t'avais aidé à l'annexion de la Thuringe. Donc voilà, ma note va être à la hauteur de ma sévérité. Et c'est pour ça que je vais t'infliger un 4 sur 10 dans cette matière. Et encore, je suis très gentil. Rappelez-vous, au collège ou au lycée, on avait tous cette matière, que ce soit l'art plastique, le sport ou la musique, qui, on l'espérait, pouvait nous faire basculer d'un demi-point ou d'un point notre moyenne générale à la fin du trimestre, voire nous faire augmenter d'une mention au bac. Et bien là, pour la postérité, ça va être complètement l'effet inverse pour Thierry et pour nombreux de ses successeurs. Très chers amis, nous arrivons dans une période de l'histoire où les souverains, avec tout le respect, ne sont pas ceux qui ont traversé les siècles et gravé le marbre de l'histoire de notre pays. Cette matière, dite de la postérité, va malheureusement plomber la moyenne de beaucoup de rois que nous allons voir. Alors je me suis posé une question. Je m'en suis même posé plusieurs. Dois-je mettre des coefficients? Dois-je supprimer cette matière pour certains souverains? Mon choix a été très clair. C'était un non catégorique. Pour moi, c'est important le fait que le roi se retrouve dans les mémoires collectives ou non, et c'est un marqueur général de ce qu'il a fait pour le royaume. Il doit malheureusement classer. Cette note doit malheureusement classer. Ou heureusement. C'est comme si on enlevait une matière à un élève parce qu'il était mauvais. Je peux pas mettre 8 à Clovis et 7,5 à Thierry sous prétexte que j'ai enlevé cette matière. Donc le fait est là, Thierry est moins connu, donc sa note dans la postérité subira les conséquences, et c'est pour ça que, très honnêtement, j'ai mis un 2 sur 10 pour la postérité à Thierry Ier. Alors c'est peut-être dur, mais si vous me dites que c'est dur, c'est soit que vous avez écrit 24 thèses sur le haut Moyen-Âge de l'Europe occidentale, ou alors que vous êtes simplement de mauvaise foi. Donc finalement, je pense que 2 sur 10 est une note à peu près juste pour ce qui concerne la postérité de Thierry Ier. Mais rassurez-vous, je commence à vous connaître et je sais que vous serez totalement d'accord avec ma note, n'est-ce pas? L'heure est maintenant venue de découvrir la moyenne générale de Thierry Ier, et c'est un 4,75 sur 10. Ai-je été trop dur? Ai-je été réaliste? Répondez-moi en commentaire et on en reparlera. En tout cas, merci à tous. Merci pour vos commentaires très constructifs. On commence déjà à être une belle petite communauté bien au-delà de mes attentes. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Merci de croire en la chaîne, merci de croire à ce concept. Et on se retrouve très vite avec un des frères, je ne sais pas encore, de Thierry. Ils sont 4, donc il y aura 3 autres vidéos. Et on se retrouve très vite pour cette prochaine vidéo. Bisous à tous et à très bientôt. Bye.